Blog Talk Radio. Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Dans un petit pays, non loin de l'équateur, je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer, mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Oh, Jean-Léonard, tu es au paradis, et Dieu m'a chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, souffle le vide, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Oh, Jean-Léonard, tu es au paradis, et Dieu m'a choisi. J'étais petite, je gardais les troupeaux, et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage, j'écoutais les chansons des oiseaux, et le vent soufflait, et la nature me souriait partout. Oh, Jean-Léonard, tu es au paradis, et Dieu. Je contemplais l'univers, jonché de mystères, et que je vois les merveilles de l'époque où je vis. Je remercie le bon Dieu qui m'a donné la vie, l'ouïe, le goût pour tous ces vies. Oh, Jean-Léonard, tu es le paradis, et Dieu. Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices de la radio ITEME. Nous sommes dimanche le 6 février 2022, notre première émission en français. Et donc, j'en profite pour, premièrement, vous souhaiter une heureuse et bonne année. Et donc, nous revenons sur la radio ITEME dans une courte émission en français, une émission dans laquelle nous allons plus ou moins dire au monde ou expliquer à la communauté internationale et aux amis du Rwanda la situation géopolitique du Rwanda actuelle, une situation qui est caractérisée par des comportements de mégalomanie et ces comportements ont des conséquences assez graves sur les conditions de vie, déjà les conditions de vie du peuple rwandais. C'est-à-dire que la gouvernance au Rwanda en ce moment est une gouvernance qui ne répond aucunement aux besoins de la population, notamment en ce qui a trait au respect des droits de l'homme, au respect des droits et libertés, et même à la réponse qu'un État de droit devrait donner à son peuple ou aux individus. Et donc, sans plus tarder, je suis aujourd'hui avec mon collègue Anissé Kareye,
que je remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps de venir nous partager en partie ces informations que nous souhaitons que le monde connaisse ou que le monde entende, parce que certains sont au courant, mais comme vous le savez, le Rwanda est un pays qui est gouverné par un État qui met beaucoup d'efforts à dévoiler des choses ou à montrer au monde une facette qu'ils veulent, une facette qui n'est pas réelle, et de cacher ce qui est réel, notamment la pauvreté, notamment le manque de démocratie et tout ce qui est des graves manquements par rapport aux droits de l'homme. Et donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à Anissé Kaleye pour premièrement savoir s'il m'entend bien, et deuxièmement de prendre un petit temps pour saluer les auditrices et les auditeurs de la radio Itemi. Anissé Kaleye, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends très bien, Achille. Bonjour. Je te remercie de m'avoir invité à cette émission, et je te remercie d'avoir pensé à l'organiser afin que nous puissions discuter, échanger sur la situation sociopolitique de notre pays, que ce soit au niveau interne dans le cadre de la gouvernance, que ce soit au niveau international dans le cadre de la diplomatie. Je t'adresse donc mes vives salutations et je salue également nos auditeurs, ceux qui nous suivent maintenant et tous ceux qui pourront suivre ce que nous disons, ce que nous sommes en train de dire, ce qui pourront nous suivre par après par le biais des réseaux sociaux. Merci encore une fois et j'espère bien que nous pourrons bien discuter de cette situation de chez nous. Merci. Je t'en prie, Anissé. Et donc, merci à toi aussi, encore une fois. Et c'est toujours un plaisir de m'associer à toi pour discuter de notre situation, un pays, la situation d'un pays que nous aimons, parce que je juge que nous sommes des bons patriotes. Et donc, sans plus tarder, on va commencer par la première partie où on va parler de la gouvernance au Rwanda en ce moment. Il y a une facette que le Rwanda montre au continent africain et puis dans le monde entier. On voit partout sur les réseaux sociaux que le Rwanda est un pays qui avance bien, que le Rwanda est un pays dont la croissance économique est exemplaire, que le Rwanda est un pays qui bâtit beaucoup d'infrastructures. On voit plusieurs statistiques qui démontrent que le Rwanda est la capitale la plus propre en Afrique, que le Rwanda est le pays le plus prospère, que le Rwanda est le pays fait partie des premiers pays dans lesquels faire des affaires ou du business c'est très encourageant ou avantageux. Et donc nous on va parler vraiment des conditions de vie des gens, et les conditions de vie des gens qui ne sont pas bonnes et qui sont dues en très grande partie par la dictature imposée par le FPR, qui est le parti au pouvoir dirigé par le président Paul Kagame. Nous l'appelons président Paul Kagame parce que c'est son titre, mais son attitude, son comportement et sa vision des choses par rapport au Rwanda est contradictoire avec l'éthique ou avec le titre ou le métier d'un président. Et donc, Anissé, je vais te donner la parole pour nous expliquer en partie comment se passe, comment s'exerce la gouvernance du Rwanda depuis la dernière fois qu'on a fait une émission en français. Comment ça se passe? Qu'est-ce que les Rwandais vivent? Comment est-ce qu'on peut expliquer la souffrance que les Rwandais vivent en ce moment? La parole est à toi. Alors, tu viens de le dire, Achille, tu l'as bien souligné. Le Rwanda est un pays, je parle du Rwanda en tant que, je voulais parler du régime politique. Donc, le pouvoir en place à Kigali est un pouvoir qui excelle dans la communication politique. Donc, ça veut dire qui dépense beaucoup d'argent dans des campagnes de communication pour vanter les mérites
qui sont là en matière de développement économique, en matière de bonne gouvernance, en matière de respect des droits humains, et qui vont imiter l'image à l'étranger, mais également auprès du public interne, qui voit ce qui se passe réellement, mais qui est aussi victime de cette propagande intensive qui est menée par le gouvernement. Donc, on dépense beaucoup d'argent. Les deniers publics qui devraient servir à améliorer les conditions de vie du peuple, c'est utilisé non pas pour développer le pays, mais plutôt pour vanter les mérites inexistants du régime en place auprès de l'opinion publique interne et internationale. Donc, c'est un pays vraiment qui excelle dans la communication politique. C'est pour cela que nous voyons dans les reportages des médias internationaux, que vous voyez dans les titres des grands quotidiens qui vantent ce qui existe au Rwanda, vous verrez souvent des comparatifs. On va dire que le Rwanda est premier en ceci et deuxième en cela, en sécurité. C'est le premier pays qui assure la sécurité de son peuple sur tout le continent africain. Des choses comme cela qui sont justement le résultat de cette campagne de communication menée avec brio par les services de l'État rwandais. Point que je voulais souligner. Deuxième point, la réalité. La réalité est tout autre. La réalité, c'est que au Rwanda, la population vit mal. Les conditions de vie du peuple rwandais sont vraiment déplorables. Les gens ne mangent pas les refaits. La pauvreté est à un degré qui laisse les gens étonnés quand on le sait, quand on voit. Même si, comme je le disais, il y a cette campagne de communication, mais les gens savent bien voir ce qu'il y a au Rwanda. La pauvreté qui est là, qui devient chronique. Les gens ne mangent pas à leur faim. Il y a, par exemple, le problème crucial de chômage. Beaucoup de jeunes gens qui finissent leurs études, que ce soit les études secondaires, que ce soit les études de niveau supérieur, mais qui n'arrivent pas à trouver un emploi, qui sont là, qui n'arrivent pas à faire vivre leur famille. Et tout cela, évidemment, a des conséquences sur la population en entier. Ça, c'est le premier point, c'est les conditions misérables dans lesquelles vit le peuple rwandais. Deuxième point, c'est le point également important des droits de l'homme. Parce que il y a la théorie qui est là, il y a les droits qui sont reconnus constitutionnellement, il y a cette campagne de communication dont je parlais, mais il y a également la réalité que vit le Rwandais. Il y a un narratif officiel qui veut que le Rwandais, justement, le Rwanda, soit un pays démocratique, un pays de respect des droits de l'homme. Mais dès qu'il y a quelqu'un qui se lève, qui tient un discours qui va dans le sens opposé que celui du narratif officiel, les conséquences sont énormes. Nous avons des exemples, que tu les connais, Achille, aussi bien que moi. Il y a des gens qui sont en prison maintenant pour avoir simplement livré publiquement leur opinion, qui ont osé dire ce qu'ils pensent de la manière de gouverner de Paul Kagame et de son gouvernement. Et ces gens-là sont maintenant en prison. Ils sont accusés d'avoir la plupart du temps, on vous accuse de négationnisme. Vous aurez nié l'existence, la réalité du génocide contre les Tutsis, alors même que vous n'avez aucunement prononcé ce mot génocide dans vos propos. Vous avez tout simplement dit ce que vous pensiez de la manière de gouverner du régime en place. Et cela est un crime
impardonnable aux yeux du gouvernement qui est en place. Et donc, il y a cela, le respect des droits de l'homme, et notamment la liberté d'opinion, la liberté d'expression qui est inexistante et qui fait que beaucoup de gens se retrouvent en prison pour rien. Il y a des youtubeurs maintenant, il y a des journalistes, et déjà 2 journalistes qui sont en prison. Je parle de Théoneste Nsengimana, je parle de Tchouma Hassan, Dieudonné, qui sont en prison parce qu'ils ont mené des reportages qui dénonçaient les mauvais comportements des dirigeants et qui allaient dans le sens des victimes, qui sont les paysans ou le bas peuple. Ces gens-là sont en prison. Je donne 2 exemples seulement justement de ces 2 journalistes, mais il y en a beaucoup qui sont en prison. Et puis, on peut parler de la liberté maintenant d'opinion qui englobe également la liberté d'association qui englobe également le droit de mettre sur pied des partis politiques, que ce soit d'opposition ou qui soutiennent la politique en place. Mais vous savez, il y a par exemple Madame Victoire Ingabire Umuhoza qui a fondé un parti politique et voilà maintenant plus de 3 ans, un parti qui s'appelle Dalpha Umulenzi, mais jusqu'à présent, le pouvoir a refusé de l'enregistrer parce qu'ils savent bien que Madame Ingabire Umuhoza a tient un discours qui ne va pas dans le sens de celui du gouvernement. Elle voulait fonder un parti, elle a fondé d'ailleurs un parti qui est un parti d'opposition, mais cette information ne sera jamais reconnue et ne sera jamais enregistrée. Pourquoi? Parce que justement, on veut que tout le monde aille dans la même lignée. Que vous parliez le discours. Si tu le permets sur ce point, pour que ceux qui écouteront cette émission comprennent bien, le Rwanda écrit au fort que il y a des partis d'opposition au Rwanda qui sont enregistrés. Mais quelle en est vraiment la réalité? Pourquoi il y a certains partis qui sont enregistrés et d'autres partis qui ne sont pas enregistrés? Chose qui fait que il y a beaucoup de partis d'opposition qui sont formés à l'étranger au sein des diasporas parce que justement l'espace politique au Rwanda est fermé. Pourrais-tu plus donner quelques détails à propos sur ce sujet ou bien sur cet aspect? C'est ce que j'étais en train de dire justement, parce que l'espace politique, comme tu viens de le souligner toi aussi, est hermétiquement fermé. Il n'y a pas un seul petit espace pour une formation politique qui tiendrait un discours autre que celui prôné par le pouvoir du FPR. Il y a Mme Ingabire Umuhoza, justement, je venais de parler d'elle, parce que son parti n'est pas enregistré. Il y a un autre politicien, Christophe Kayumba, qui est maintenant en prison depuis 6 mois. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a mis sur pied une autre formation politique qui prônait une autre ligne de gouvernance que celle qui est en place actuellement. On parle de ces 2-là, mais il y a également, par exemple, Belinari Naganda qui a un parti politique et qu'il a fondé, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il y a des divergences internes qui sont activées par les hommes du parti au pouvoir. Bon. Là, c'est un jeu politique et peut-être dans lequel je ne peux pas entrer. Mais j'ai donné ces 2 exemples. Les 2 exemples de Christophe Kayumba et de Madame Victoire Ingabire. Il y a également d'autres politiciens qui veulent le faire, mais qui n'y arrivent pas parce qu'il n'y a pas d'espace. Tu parlais maintenant des organisations politiques qui naissent et qui fonctionnent en dehors du pays parce que c'est la seule possibilité qui existe. À l'intérieur du pays, c'est quasiment impossible d'avoir une ligne politique, pas dans le sens du pouvoir. Voilà.
Je voulais aussi souligner un autre élément. Je vais revenir sur ce que je disais avant en parlant des conditions de vie du peuple rwandais, de la misère intense que vivent les Rwandais. Je vais ajouter ceci que il existe au Rwanda maintenant une aristocratie qui est au pouvoir, une minorité de gens qui détiennent l'essentiel des richesses du pays. Et ce sont les gens qui détiennent à la fois le monopole politique, mais également le monopole économique. C'est des gens qui ont tout et qui font toujours en sorte que les richesses qu'ils détiennent s'accroissent au détriment de la majeure partie du peuple rwandais. Et tous les projets qui sont menés par ce gouvernement-là sont des projets qui ont pour but d'accroître les richesses que détiennent cette aristocratie au pouvoir, jamais pour but, pour objectif d'améliorer les conditions de vie du peuple, du bas peuple, du menu peuple. C'est pour cela qu'il y a des gens qui deviennent de plus en plus riches et que la paupérisation, pour l'essentiel des Rwandais, je crois que j'ai fait le tour globalement. S'il y a des questions, je peux y répondre. Mais toi aussi, Achille, tu pourrais me compléter. Je te remercie. Oui, merci beaucoup, Anissé, d'avoir exposé ce portrait brièvement de la situation socio-politique et économique du Rwanda. Je voudrais rajouter quelques faits, juste pour corroborer ce que tu étais en train de dire. Premièrement, il y a quelque chose qui m'a frappé. Il y a un des journalistes, je pense que c'était honnête, qui a été accusé d'avoir lu un livre dont le titre est de vaincre une dictature pacifiquement. Comment vaincre ou comment lutter contre une dictature pacifiquement. À cause de ça, ça a été une accusation qui fait en sorte qu'il est en prison. Et quand on parle de prison, on parle des gens qui sont emprisonnés dans des conditions atroces. Dernièrement, on a eu des nouvelles qui nous disaient que les gens sont emprisonnés dans des caves assez profondes, d'entre 20 et 30 minutes, 20 et 30 mètres. Et donc, nous tenons à informer également la communauté internationale, surtout les organismes dont la mission est de faire respecter les droits de l'homme, de se pencher aussi sur cette question. Je vais rajouter aussi un autre fait, c'est que il me semble que tous les candidats indépendants, tous les candidats libres ou candidates libres aux élections présidentielles au Rwanda ont été mis en prison. On va parler de Dr Niyitegeka qui est en prison depuis 2003 à Nice, si je me rappelle. On va parler de Diane Rwigara qui a été emprisonnée aussi parce qu'elle a osé briguer la présidentielle au Rwanda. On a Ingabire, Madame Victoire Ingabire qui a été emprisonnée aussi. On a Maître Naganda dont tu as parlé tout à l'heure. Et on a Christopher Kayumba qui n'a pas encore été candidat mais dont le parti est un nouveau parti naissant. Je pense que le parti est né l'année passée ou qu'il y a 2 ans qu'il a fondé son mouvement. Mais il est emprisonné aussi parce qu'il ose dire à haute voix des lignes qui sont contraires à celles qui est imposées au FPR, qui est imposée par le FPR. Et donc, je vais terminer par aussi le fait que durant cette pandémie, durant cette crise sanitaire liée à la Covid, le gouvernement du Rwanda a pris des décisions qui n'allaient aucunement dans le sens des intérêts de la population, notamment la fermeture des frontières, ce qui a vraiment eu un impact négatif sur les conditions de vie des gens, notamment la pauvreté et qui a accentué la famine au Rwanda. Et on va parler aussi du fait qu'en ce moment, justement, pour faire une campagne et démontrer au monde que le Rwanda est un bon exemple à suivre, en ce moment, on a des informations qui sont véridiques. On a des gens qui parlent, des vidéos dont des gens verbalisent ou mentionnent qu'ils sont vaccinés de force. Vous imaginez un pays qui se dit
développé, un pays qui se dit de respecter les droits de l'homme en 2022 et qui vaccine sa population de force. Puis quand on parle de vaccination forcée, on ne parle pas de contraintes, parce que dans les pays dans lesquels nous vivons, on sait très bien que dans certains domaines, comme le domaine de la santé, les gens qui n'ont pas les vaccins sont contraints de rester à la maison pour justement protéger la population en général. Il y a des gens qui sont d'accord, des gens qui ne sont pas d'accord, mais personne n'est emprisonné parce qu'il est en accord ou pas en accord d'accepter le vaccin. Au Rwanda, vous devez être vacciné parce qu'il faut absolument monter des statistiques et prouver au monde, prouver aux pays donateurs, parce que le Rwanda, on vous rappelle, est toujours un pays pauvre, est toujours un pays qui dépend de l'aide internationale, mais il faut absolument leur montrer que le Rwanda est un bon exemple. Et donc, je suis sûr que si les gens vont faire des recherches sur Internet, ils vont trouver que le Rwanda fait partie des premiers pays africains qui ont vacciné leur population à un taux assez élevé. Mais ça se fait au détriment de ce qu'on appelle le consentement et le consentement éclairé. C'est-à-dire que on a un État qui se vante, mais qui n'est même pas en mesure de sensibiliser la population de façon intelligente pour que les gens adhèrent à la vaccination. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Il faut expliquer aux gens pourquoi cette vaccination, quels sont les intérêts de cette vaccination et comment est-ce qu'on peut sortir de cette crise sanitaire tout en étant intègre, tout en respectant aussi la dignité humaine. Et donc, ce n'est pas fait au Rwanda. Je voulais mentionner ces 3 cas juste pour appuyer tes propos. Maintenant, Anicet, on est en train, on va aborder le deuxième point qu'on voulait partager avec nos auditeurs et nos auditrices, c'est la diplomatie, une diplomatie qui a un caractère mégalomane. Comment se comporte la diplomatie rwandaise, du gouvernement rwanda dans la sous-région, dans la communauté des pays de l'Est Afrique ou de l'Afrique de l'Est, et aussi sur le plan mondial. Comment s'exerce cette diplomatie? On sait que normalement, les pays, tout pays qui a à cœur ou qui tient à cœur les intérêts de sa population entame des démarches diplomatiques dans le but justement d'améliorer les conditions de vie humaines, dans le but d'améliorer les conditions de sa population ou de son peuple. Le Rwanda, qu'est-ce que le Rwanda fait en diplomatie dans la sous-région? Qu'est-ce que le Rwanda fait en diplomatie sur le plan mondial? On va le dire, on va citer quelques faits, mais à quoi sert la diplomatie rwandaise au peuple rwandais? Alice, je pense que tu as beaucoup d'éléments pour répondre à cette question. La parole est à toi. À quoi sert la diplomatie rwandaise pour résoudre les problèmes du peuple rwandais? C'est une bonne question. Chacun devrait se poser cette question parce que c'est une question justement qui démontre réellement la nature même du pouvoir que nous avons à Kigali. Quand l'entend, je crois, si on dit que il y a une diplomatie régionale, ce que naguère on appelait la politique de bon voisinage, c'est qu'on essaie d'entretenir de bonnes relations avec les voisins, les pays limitrophes, mais également les pays de la sous-région en général, afin que les habitants de tous ces pays-là puissent en profiter, puissent se déplacer facilement, puissent avoir des échanges commerciaux fluctueux pour tout le monde et que justement ces pays-là améliorent les conditions de vie de ses habitants. Et comme je disais tout à l'heure, que tous les projets qui sont menés même au niveau interne au Rwanda sont destinés non pas à améliorer les conditions de vie du bas peuple, mais plutôt à accroître les intérêts de l'aristocratie au pouvoir, la même chose pour ce qui est de la diplomatie. Achille, tu le sais, nous, tous nos auditeurs le savent aussi, depuis 3 ans, le Rwanda a fermé unilatéralement ses frontières
avec l'Ouganda, mais également ses frontières avec le Burundi pour les querelles entre Paul Kagame, le président du Rwanda, et ses homologues, celui du Burundi et celui de Kampala. Pourquoi? Pour des raisons personnelles. C'est pas les pays qui ont eu des problèmes, c'est pas des habitants ou d'autres problèmes qui peuvent surgir comme cela, c'est des problèmes personnels entre les présidents eux-mêmes. Mais cela a fait que le président rwandais lui-même ordonne la fermeture des frontières au détriment des échanges entre les habitants de l'Ouganda et les habitants du Rwanda, au détriment des échanges aussi, des échanges commerciaux entre le Rwanda et le Burundi. Et c'est justement des gens qui franchissaient régulièrement ces frontières pour mener leurs activités commerciales, et notamment, c'est ces gens-là qui en ont subi les conséquences, bien sûr. Parce que leurs activités ont été mises à mal par le comportement belliqueux du président rwandais. Et donc, même les efforts diplomatiques des pays de la sous-région pour essayer de comprendre, pour essayer de résoudre ces problèmes-là entre les personnalités qui sont au pouvoir dans ces pays-là, n'ont rien donné. Et on a vu récemment le président Museveni envoyer des émissaires dans les pays de la sous-région, également au Rwanda. Il a d'abord envoyé un ambassadeur, je ne me souviens plus de son nom, il est allé à Kigali, il a rencontré le président Kagame. Après, il a envoyé le chef de l'armée de terre, qui se trouve également être son fils. Et après ces échanges, on a reçu la communication officielle du gouvernement rwandais, comme quoi la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda, la frontière allait être ouverte. On avait même donné une date, la date du 31 janvier 2022. Les gens ont accouru des deux côtés parce qu'ils étaient contents. Ils sont venus en liesse, une foule qui est venue de l'Ouganda à la frontière de Katuna. Beaucoup de Rwandais qui voulaient aller en Ouganda se sont appressés en grand nombre, mais rien n'a été fait. La frontière n'a pas été ouverte. Pourquoi? Parce que le comportement du président rwandais n'a pas changé. Il a leurré tout le monde. Il a leurré les Ougandais, il a leurré les Rwandais, il a leurré la communauté internationale. La frontière n'a pas été ouverte. Ça, c'est un point important dans la crise que vit la sous-région, voir que, unilatéralement, un pays ferme ses frontières des deux côtés, de l'Ouganda et du Burundi. Et que même les efforts des autres n'y fassent rien. Ces lueurs qu'il avait eues après l'entretien qu'il a eu avec le fils du président Museveni, c'était lueurs qu'il avait eues dans son esprit d'ouvrir les frontières et de l'annoncer publiquement. Mais il ne l'a pas respecté. Ce qui fait que les frontières restent jusqu'à présent fermées et que les Rwandais et les Ougandais qui avaient nourri un vain espoir de pouvoir reprendre leurs activités en ont eu pour le frais. Voilà, donc c'est le premier point que je voulais souligner, rwandaise, qui envenime les relations entre le Rwanda et les pays de la sous-région. Et ce comportement va se retrouver également parce que il existe une organisation qui s'appelle la communauté des pays
de l'Afrique de l'Est. C'est une organisation régionale qui commençait à bien fonctionner. C'est une organisation qui avait pour but de faciliter les échanges. C'est une organisation qui avait déjà pris la décision de laisser ses habitants voyager dans tous les pays avec pour document seulement la carte d'identité, afin que les gens puissent voyager librement. Mais voilà, même si vous venez avec un passeport, vous ne pouvez pas franchir la frontière entre le Rwanda et l'Ouganda. Donc ça veut dire que ce comportement-là met également à mal les objectifs même de cette communauté des pays de l'Est africain. Voilà, donc c'est ce que je voulais souligner pour la sous-région, mais on peut multiplier des exemples, c'est que nous n'avons pas assez de temps agile, mais on peut multiplier des exemples pour montrer que ce n'est pas seulement dans la région, mais également un peu partout. La diplomatie rwandaise est une diplomatie mégalomane qui ne tient pas à compte les intérêts du peuple et qui se base seulement sur les humeurs d'une seule personnalité qui est le président rwandais. Je te remercie, Achille. Merci à toi, Anissé, d'avoir encore une fois exposé ce portrait concernant la diplomatie mégalomane du Rwanda. Je voudrais rajouter quelques points avant de mettre fin à cette émission. Une émission qui, nous le savons, intéresse beaucoup de personnes. Et donc, sans vous donner une date d'une prochaine émission, mais nous vous promettons que nous reviendrons très bientôt. Mais Anissé, tu as donné des très bons exemples. Je voudrais en rajouter quelques-uns, des exemples qui viennent des communications des pays limitrophes du Rwanda, justement les pays de la communauté des pays d'Afrique de l'Est. Et donc, je parlais par exemple de la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a une guerre qui a emporté des millions de vies dans ce pays, une guerre dont le Rwanda a pris part, et une guerre qui a continué à déstabiliser toute la sous-région, surtout la région du Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu, où il y a eu des groupes de rebelles qui ont été financés directement par le Rwanda. Je parle ici du M23 par exemple. Jusqu'à présent, on reçoit des informations, on entend dans les nouvelles d'autres médias internationaux que le Rwanda est toujours impliqué dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Je parlais du Burundi, où le gouvernement burundais accuse directement le Rwanda d'avoir financé, d'avoir organisé avec l'aide de certains dirigeants de ce pays, des dirigeants des militaires, des officiers ou même des politiciens qui ont essayé de faire un coup d'État contre l'ancien président décédé l'année passée, Pierre Nkurunziza. Et donc, les personnes qui ont fait partie de cette organisation viennent de cette machination de faire un coup d'État au Burundi. La majorité d'entre eux sont réfugiés, donc ils sont protégés par le gouvernement du Rwanda en ce moment. Et c'est un point de litige entre le gouvernement du Burundi et le gouvernement du Rwanda. Par rapport à l'Ouganda, au-delà de la fermeture des frontières, une fermeture clairement folle, on pourrait rajouter que il y a eu des assassinats de certains opposants rwandais en Ouganda. Il y a eu l'enlèvement de plusieurs réfugiés ou opposants rwandais en Ouganda, et ça a été un point qui a fait en sorte que les deux pays, sur le plan diplomatique, ne s'entendaient plus bien. Et on les comprend, c'est normal. De notre part, nous ne souhaitons pas un gouvernement qui sème la terreur un peu partout dans le monde. Nous souhaitons avoir un gouvernement qui est caractérisé par un état de droit, surtout que ce gouvernement, dirigé par le FPR du président Paul Kagame, est un gouvernement qui a eu beaucoup d'aide internationale sur le plan financier, que
tout ce qu'on voit en ce moment et vraiment le résultat d'une volonté de s'accaparer toutes les richesses au détriment des conditions de vie des individus. Avant de terminer, je veux rajouter qu'au Rwanda, l'année passée, même cette année, il y a eu beaucoup d'assassinats sommaires en prison, des gens qui ont été assassinés par les forces de sécurité en prison, et des gens qui ont été aussi assassinés en public, clairement. Et donc, nous vous en faisons part, mais très bientôt, nous reviendrons sur ces éléments-là, surtout en matière des droits de l'homme. Et donc, Anissé Kaleye, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais pour moi, on mettrait fin à l'émission parce que, voilà, on s'est donné un temps et puis il faudrait qu'on le respecte aussi. Si tu as quelque chose à rajouter, je te donnerai 1 minute. Sinon, on va terminer l'émission. Je crois que je n'ai rien de spécial à ajouter. Tout simplement, je voudrais te remercier pour avoir souligné ces éléments. Tu parles de la torture en prison, mais il y a des tortures peut-être graves, il y a des assassinats sommaires, il y a des arrestations arbitraires, il y a des disparitions forcées, mais également il y a de petites choses qui font que la population se sent humiliée. C'est des brimades et des humiliations quotidiennes du peuple rwandais qui font que le régime vraiment montre à la population, aux citoyens rwandais, qu'ils n'ont pas droit au chapitre et qu'ils n'ont rien à dire et qu'ils ne sont là que pour exécuter les décisions prises en haut lieu par le gouvernement, et ceux qui s'y opposent subissent évidemment des conséquences néfastes. Et c'est un gouvernement qui ne se soucie aucunement des intérêts du peuple, qui ne se soucie aucunement de ce que peut ressentir les gens en souffrance, et qui n'est là que pour satisfaire les intérêts de quelques-uns, comme nous l'avons suffisamment souligné, et que ça se fait ressentir non pas seulement à l'intérieur du pays, mais que également ça rejaillit sur les relations entre le Rwanda et les pays voisins en particulier. Voilà, Achille, je voudrais encore une fois te remercier pour m'avoir invité à cette émission. Je crois qu'on a essayé de faire le tour. On n'a pas été exhaustif, mais on aura encore une fois l'occasion d'y revenir et peut-être d'aborder d'autres sujets qu'on n'a pas eu le temps de développer suffisamment aujourd'hui. Je te souhaite un excellent dimanche et un beau début de semaine de travail à partir de demain. Merci. Merci à toi, Anissé. Je te remercie beaucoup aussi pour ton temps et pour ta contribution, la contribution que tu donnes au peuple rwandais dans sa lutte contre cet État machiavélique. Et donc, merci aussi à toi et on se dit à la prochaine. Je veux aussi remercier toutes les personnes qui nous ont aidés sur le plan de la logistique et puis de la technique. Merci beaucoup pour votre contribution et à la prochaine. Je suis né dans un petit royaume, sans accès à la mer, mais malgré qu'il soit petit, les gens y sont nombreux. Oh, dans les hommes, tu es au paradis, et Dieu m'a choisi. Chez moi le temps est toujours beau, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de neige, et durant les 4 saisons, tout fleurit, et les ruisseaux sont splendides, sous un soleil ardent. Oh, dans les hommes, tu es au paradis, et Dieu m'a choisi.
petite, je gardais les troupeaux. Et comme j'étais unique à la maison, je m'isolais souvent au pâturage. J'écoutais les chansons des oiseaux et le vent soufflait et la nature me souriait partout. Oh, Jeanne, tu es le paradis et Dieu m'a choisi. Quand je contemplais l'univers,